On est bon, désolé pour ce petit contretemps et merci d'être présent sur cette session sur un sujet primordial qui est l'IA générative dans les institutions financières de manière générale et dans les fintechs. Deux données très rapides pour expliquer à quel point ce sujet est primordial. D'après le World Economic Forum, ils ont sorti un rapport comme quoi déjà plus de 2 tiers des institutions financières et des prestataires de services financiers ont déjà des workloads IA dans leur process existants. Et même dans un cas d'usage avec une projection sur le futur, d'après la plupart des études PwC, Business Insider, jusqu'à 85% des execs dans les institutions financières et les fintechs considèrent l'IA générative et les machine learning comme étant le sujet et le point le plus différenciant dans les années à venir. Pour parler de ce sujet-là, j'ai 4 panélistes que je vais laisser s'introduire eux-mêmes. Zoé. Enchantée, Zoé, Balderton Capital. On est un fonds de capital risque. Donc, on investit en multistage du seed jusqu'à pré-IPO. Il faut des tickets entre 1 et 60 millions. Et on est en France avec une petite vingtaine d'investissements, très présents dans la fintech. On est le premier investisseur dans Revolut. Notamment, on a aussi fait Nutmeg, Lendable, Cléo et j'en passe. Et je suis chargée de la France. On a ouvert un bureau à Paris récemment et on étoffe l'équipe. Et on fait pas mal d'IA aussi. Ça, j'en parlerai. Bonjour, Michael Benessi. Je ne sais pas si le micro marche, si c'est bon, merci. Michael Benessi, Head of Data chez Ledger. Ledger, on est le leader mondial de la sécurisation des crypto-monnaies. On sécurise 20% des crypto-actifs mondiaux. On vend un produit hardware, un portefeuille physique qui permet de sécuriser la clé privée de vos cryptos, qui se connecte à un software, qui est un one-stop shop pour la gestion de vos cryptos, qui permet de les acheter, de les vendre, de les swapper, de générer du revenu passif en staking, d'avoir une carte bancaire crypto, etc., etc. Bonjour à tous, Geoffrey Martinez, je suis associé chez Artefact, je dirige les activités liées au secteur financier. Un mot Artefact, on développe des solutions d'IA générative pour nos clients sur l'ensemble des technos du marché et en particulier évidemment avec nos amis d'AWS. On est à peu près 1500 dans le monde, présents sur une trentaine de pays. Bonjour à tous, Maxime Mandin, je suis investisseur chez Blackfin. Blackfin, c'est un fonds d'investissement exclusivement centré sur les services financiers en Europe, avec 2 stratégies d'investissement distinctes, néanmoins complémentaires, capital développement, capital risque. En capital risque, on fait des séries A, B, C, donc typiquement des tickets entre 5 et 20 millions d'euros. Dans des fintechs en Europe, on fait beaucoup de soft B2B, donc peut-être pas très connus. Dans les plus connus, en revanche, on a une société que les entrepreneurs et les PME connaissent qui s'appelle Agicap, donc qui est un soft de trésor et cash flow forecast qu'on a fait en amorçage. Merci à vous. Avant de rentrer dans les cas d'usage plus précis et spécifiques, nous allons essayer de poser des bases de manière très générale. Selon vous, quels sont les grands cas d'usage de l'IA générative dans les institutions financières et fintech, et en quoi l'intelligence artificielle et le machine learning peuvent vraiment révolutionner ce secteur-là? Je commence. Ouais. Juste pour tester, main levée, qui a déjà développé des use cases d'IA générative? Juste pour voir à peu près. Merci. 10%. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est pas tout à fait aligné avec les chiffres du début. Si on regarde un peu les grandes thématiques dans le secteur financier et les grands blocs de cas d'usage, on peut faire 3 gros paquets de cas d'usage. La relation client, l'automatisation et la génération de contenu. Je dis juste un mot sur chacun de ces cas d'usage. L'interaction client, sujet assez classique. Je pense qu'en général, si vous avez travaillé là-dessus, probablement que vous avez commencé sur ces sujets-là. 2 exemples très concrets qu'on a développés chez Artefact. Un avec une fintech française où on va faire du self-care avec des données clients. De façon très concrète, c'est que je pose des questions en langage naturel pour savoir quelle facture je dois payer d'ici 3 mois, quelle sera ma position de cash flow d'ici 3 mois. Ce genre de questions en langage naturel sur mes données liées à mon compte. Ça, c'est un exemple avec une fintech. Deuxième exemple, grande banque française, on a mis en place un chatbot assez simple qui vient vous aider sur l'ensemble de vos actions de la banque au quotidien. Comment j'ouvre un compte, comment j'ouvre un PEL, comment je fais mon assurance vie, etc. La difficulté réside principalement sur le fait que ça se fait de façon très industrielle, sur des environnements bancaires, donc plutôt on-premise. Donc on est sur des environnements beaucoup moins agiles que le premier cas. Donc ça, c'est
interaction client, premier bloc. Deuxième bloc, automatisation. Là, on a énormément de cas d'usage sur les back-office, sur le front-to-back, je pense par exemple au crédit immobilier, sur l'IT, on en parlera tout à l'heure. Je vais juste donner un exemple moi, que j'aime bien sur l'automatisation qu'on a fait récemment, qui parlera à mes camarades investisseurs. On a développé un chat qui s'appelle Talk to My Data Room. L'enjeu, c'est quoi? C'est on pose des questions, pareil, en langage naturel, dans le cadre d'une due diligence, sur l'ensemble de la documentation liée à une acquisition, une cession, ce que vous voulez. Et pourquoi j'aime bien ce cas d'usage? Parce que, il est incrémental et il est assez facile à faire. Incrémental, pourquoi? Parce qu'on peut y ajouter assez facilement d'autres sets de données, la donnée externe de marché, la donnée juridique par exemple. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de requirement technique très fort. Il n'y a pas besoin d'avoir une gouvernance de la donnée très propre pour faire ce genre de cas d'usage. Et enfin, troisième bloc, la génération de contenu. Ça, vous avez probablement vu les DALI, ce genre de sujet-là. L'enjeu derrière, d'un point de vue business, c'est quoi? C'est comment j'arrive à générer automatiquement des campagnes marketing. Comment j'arrive, et je vous donne un exemple très concret qu'on a fait récemment, à rebrander l'ensemble de mes FAQ pour un site grande banque française qui a récemment changé sa tonalité de marque. Plutôt que de refaire toutes ces FAQ à la main qui étaient alignées à l'ancienne tonalité de marque, on met du GenAI et ça se fait quasiment automatiquement. Voilà, en un mot, les grands cas d'usage qu'on voit, Alex. Je compléterai avec un cas d'usage qui est assez turnkey solution, c'est le cas du coding assistant. Donc c'est Amazon Code Whisperer chez Amazon typiquement. Il s'agit d'une sorte de chatbot qui est lié à votre interface de développement et qui vous permet d'accélérer très fortement les développements et la qualité de ces développements. On a mis en place ça chez Ledger sur une trentaine de développeurs pendant 2 mois. On a fait une survey à la fin et l'increase de productivité est de 20% en moyenne avec des spikes à 70 pour certains développeurs et un bottom à 5. Et il y a d'autres études faites de façon peut-être encore plus scientifique où ils ont pris 100 développeurs, 50 dans un groupe, 50 dans l'autre, et ils leur donnent le même sujet. Les développeurs sont partagés de façon random. Et on voit qu'on a des gains de productivité de l'ordre de 100%. On va 2 fois plus vite, grosso modo, avec le coding assistant que sans. Et ça, c'est des turnkey solutions totales, parce que c'est le coût d'une licence à une vingtaine d'euros. Quand tu regardes le gain de productivité chez nous, donc c'est 20%. Un développeur, ça coûte 8 000 euros chargé en France, mettons. Ça fait, si vous faites les maths, 7 900% de ROI. No-brainer absolu. Donc voilà, donc ça, c'est aussi un cas d'usage d'efficacité opérationnelle très très concret. Je rejoins sur le fait qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier les fonctions support et moi j'ai toujours évolué dans la finance, toujours plein de micro-interruptions dans le quotidien par des petites questions des salariés sur des sujets HR, légal, finance, avec une base de connaissances internes où vous avez mis votre travel policy, la remote policy, etc. Toutes ces micro-interruptions disparaissent parce qu'on va chatter avec ces documents-là qui sont au fin fond d'un intranet que personne n'a envie d'aller chercher. Juste un mot sur la productivité des développeurs, vu que tu as mentionné Code Whisperer. On a fait en effet un test sur plusieurs tâches simples et complexes en utilisant et sans utiliser Code Whisperer. Le taux de réussite était supérieur de 27% grâce à Code Whisperer et la vitesse, un gain de vitesse de 57%. Donc en effet, je rejoins sur ça. Et l'effet bonus, je dirais, c'est la job sat et la rétention, parce qu'en fait, c'est quand vous codez, il y a une partie un peu pénible parfois, c'est vrai. Et cette partie pénible, en fait, vous allez la faire par votre coding assistant, et vos développeurs vont se concentrer sur l'architecture, le design de leur code un peu plus high level, et donc laisser les tâches peut-être un peu moins sexy au coding assistant. Donc c'est aussi de la rétention quelque part. Ouais, et peut-être un autre grand thème, c'est est-ce qu'on utilise l'IA en interne ou en externe qui est face au client. Aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup chez les grandes institutions financières, c'est le concept de human in the loop. Donc on garde un humain dans le processus, on n'est pas du tout prêt à mettre de l'IA générative devant le client final. Un exemple concret, Fidelity, le head of platform, était dans nos bureaux la semaine dernière pour en parler justement. Il disait qu'ils utilisaient des outils d'IA générative en interne dans leur call center et aussi dans leur communication avec leurs clients. Et dans leur call center, ils avaient, je ne sais pas comment ils calculent ça, hein, mais lui disait que ça avait déjà fait office d'une amélioration de productivité de 20 à 30%.
et donc que ces employés dans ces call centers avaient une possibilité de répondre de manière plus détaillée et plus rapide à leurs clients, tout simplement. Mais je pense que ce concept-là de human in the loop va rester pendant un bon bout de temps dans les institutions financières parce qu'on a besoin d'une accuracy assez élevée et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des risques d'hallucination et même pour des raisons réglementaires, pour l'instant, on a besoin de human in the loop. C'est en effet, peut-être dans un second temps, on parlera justement des challenges et des grands défis pour optimiser l'utilisation. Maxime, un mot sur les grands cas d'usage? Alors, on a dans le portefeuille de Blackfin deux exemples assez concrets. Donc le premier sur ce que vous disiez, qui est l'exemple un peu tarte à la crème et le plus avancé aujourd'hui, qui est l'interaction client ou le customer support. On a réalisé des tests dans une start-up qu'on a en portefeuille qui fait de la comptabilité en fait pour les PME. Avec une première approche qui est l'utilisation d'un LLM classique public avec des agents par au-dessus pour répondre spécifiquement aux questions de comptabilité, avec en plus des périodes de pic, avec une performance honnêtement à la clé qui était assez décevante. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on était en dessous de 50%. Vous vous doutez bien qu'en termes de performance, ce n'est pas suffisant pour vraiment basculer une partie de la workforce là-dessus. Et une deuxième approche qui était d'avoir un LLM sur sa propre instance privée, entraîné sur un propre FAQ, qu'il a fallu en revanche complètement reconstruire de manière beaucoup plus granulaire pour permettre au LLM justement d'aller piocher les différentes briques plutôt que de voir prendre un grand ensemble et le subdiviser pour répondre à une question précise. Et là, on a vraiment eu des résultats très très probants et ce qui a permis de réaliser des économies et surtout de gagner en temps de réaction pour les demandes clients. Donc ça, c'était le premier use case sur interaction client et un deuxième use case qu'on a en portefeuille qui marche très bien aussi sur une fintech qui fait du courtage en prêt et qui construit en fait des dossiers à destination des banques pour obtenir des financements. Et autrefois, c'était le courtier, le conseiller qui réalisait cette synthèse, ce dossier synthèse du client, et qui est maintenant confié à une GenAI avec deux key learnings et deux outcomes très clairs. Le premier, c'est que déjà, il y a nettement moins de fautes. Donc déjà, ça c'est nettement mieux en termes de conversion et de réception par la banque. Et deuxième, encore plus inattendu, on a une meilleure conversion puisqu'en fait, la façon dont le dossier est synthétisé, elle est beaucoup plus vendeuse, elle est beaucoup plus marketing, tout simplement parce que le LLM repose sur le langage anglo-saxon, qui est beaucoup plus marketing et celle-ci, et surtout le langage français qui a tendance à être assez froid et assez critique. Et donc, ça aussi, cet aspect a permis d'augmenter significativement la conversion de ces demandes de ces demandes de financement auprès des banques. Merci. On a parlé de Code Whisperer et des avantages en gain de productivité. Je crois que Geoffrey, il y avait une petite nuance sur ce côté-là par rapport à certains projets que vous avez faits avec certains de vos clients. Ouais, c'est un bon point. On l'a fait pour nos clients et on l'a fait aussi pour nous en interne Artefact. Artefact, on a à peu près 600 personnes qui sont sur des sujets tech, DS, DE, développeurs. Je partage complètement hein, vos résultats en termes de productivité. Le premier enseignement, c'est que ce type de productivité, on arrive à les avoir, alors 20-25%, on tombe à peu près sur ces chiffres-là. En revanche, peut-être une nuance, c'est qu'il y a une vraie disparité en fonction de l'ancienneté des équipes, en fonction du langage de développement et en fonction des métiers. Je vous donne quelques exemples. Ça marche beaucoup mieux sur des langages assez classiques, Java, Python, par exemple. Ça marche beaucoup mieux sur des profils qui ont l'habitude de produire de la ligne de code. Donc plutôt, pas forcément les tout juniors, mais on va dire les gens qui ont 2-3 ans d'expérience. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est peut-être même le plus important, c'est comment, après, on arrive à réellement prendre ses gains, si je peux m'exprimer ainsi. La façon dont on a fait ça chez Artefact, c'est qu'on est une entreprise en croissance. Ça nous permet de faire à peu près 20 à 25% de projets en plus. En fait, c'est ça l'enjeu. Comment les juniors produisent plus de code, les seniors produisent plus de doc, de documentation technique, et les expérimentés, on appelle ça manager, peu importe, font plus de revues de code. Et donc à la fin, un projet, là où on mettait 10 jours, 10, 15, 20 jours, peu importe, on met à peu près 25%. Donc ça nous permet d'absorber une partie de la croissance. Vous prenez ça sur des grandes banques,
plutôt dans des logiques dans le monde français en tout cas, de réduction de coûts. Peut-être que la façon de générer les gains d'exercer les gains sera différente. Mais en tout cas, je vous rejoins sur les grands KPI financiers. Donc on a parlé un peu des grands cas d'usage avec certains gains déjà observés avec des données. Maintenant, essayons aussi de contrebalancer avec les challenges et les barrières qui restent à franchir pour voir une adoption plus masse en termes de générative AI, machine learning dans les entreprises, que ce soit les grandes institutions financières ou le côté plus fintech. Moi, je vois un des enjeux majeurs là-dessus, c'est la data quality. On dit en analytics qu'une analyse, elle est aussi bonne que la qualité des données qui la font. Et c'est tout à fait vrai aussi pour les projets LLM, dès lors qu'il y a du Retrieval Augmented Generation. Un Retrieval Augmented Generation, je suis sûr qu'il y a eu plein de conférences là-dessus aujourd'hui. Ça consiste à augmenter un prompt avec du contexte qui vient de documents de l'entreprise. Évidemment, cette connaissance, ce knowledge de l'entreprise, il faut qu'il existe sur papier pour qu'on puisse après le vectoriser et le mettre dans une pipeline de Retrieval Augmented Generation. Et donc voilà, c'est quand même une opportunité, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité parce que historiquement, on écrit de la doc, ça va dans un Confluence, quelque chose comme ça, et souvent, on se pose la question du trafic qu'on a sur ces pages de documentation-là, parce que souvent, on va plutôt aller slacker la personne pour avoir la réponse à la question. Demain, au lieu de créer cette interruption de plus, si mon document il est propre et si la connaissance elle a été mise proprement sur le papier et qu'on l'a travaillé pour la rentrer dans la pipeline de RAG, on va simplement chatter avec ces données proprement. Et donc il y a une vraie opportunité de gain de productivité à faire cet effort de documentation qui est beaucoup plus justifié peut-être que ce qu'il était à l'époque où on allait chercher sur Confluence et en fait on ne va pas le faire parce qu'on va chatter avec la personne qui a écrit le document et qui elle va nous envoyer le lien vers Confluence, donc le serpent se mord la queue. Donc, qualité des données, autre challenge identifié? Je pense que ça dépend surtout de quel type d'application et de quel type de solution on parle. Si on prend la fraude, par exemple, qui est une thématique qu'on aime bien chez Blackfin, les challenges sont nombreux pour utiliser la GenAI. On a souvent besoin d'expliciter les résultats, d'avoir ce qu'on appelle un audit trail pour les auditeurs aussi, donc pour expliquer exactement pourquoi on est arrivé à telle décision. D'ailleurs, c'était vrai sur le machine learning, ça l'est encore plus sur le GenAI. On a les régulateurs qui, des fois, questionnent un petit peu l'objectivité du GenAI. On sait que le GenAI peut avoir des biais. On parle des fois de biais racistes, de biais complotistes, etc. On se doute que pour la fraude ou l'AML, c'est un peu problématique. Et puis, ça dépend aussi à qui on vend. Si on vend une solution à des banques, on a encore des challenges qui se rajoutent. On est sur pas mal de soft B2B, encore sur des freins à l'adoption qui sont sur l'adoption cloud. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Donc voilà, ça dépend aussi un petit peu de quoi on parle exactement en termes de fintech GenAI. Il y a vraiment différentes applications, solutions, destinataires. Si on passe aux solutions, je veux bien, mais sur la fraude, si je continue sur la fraude, l'IA, la GenIA présente des risques de fraude beaucoup plus importants qu'avant. Et à ça, il y a pas mal de startups qui commencent à s'y atteler. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Récemment, on voit des choses intéressantes qui font du KYC, pas seulement du côté client, mais aussi du côté récipient de virements bancaires, par exemple. On voit du KYC ongoing plutôt que de le faire que à l'onboarding. On voit aussi des startups qui essayent d'amasser de la data d'escroquerie bancaire pour pouvoir avoir des network effects et avoir une meilleure compréhension de pattern recognition pour voir les criminels dans leur globalité, puisqu'ils s'attellent à plusieurs banques différentes. Donc en fait, on peut se poser la question de est-ce que ce genre de métier-là doit être externalisé, puisqu'il y a une database plus importante, ou est-ce qu'il va continuer, les voies à continuer d'être internalisées au sein des institutions financières. On voit aussi des innovations au sein des startups existantes. Chez Revolut, je ne peux plus appeler ça une startup, ils ont 35 millions d'utilisateurs. Mais chez Revolut, ils ont évidemment ce problème et ils luttent contre l'APP, l'escroquerie par virement autorisé depuis un moment. Ils ont intégré de la GenIA dans leurs produits il y a seulement quelques mois et ils ont remarqué que ça avait eu un impact direct puisque le volume d'escroquerie a baissé de 30% déjà en l'espace de 2 ou 3 mois. Donc, plus de problèmes.
et des solutions à venir au sein de boîtes existantes, mais peut-être encore plus au sein de startups. Geoffrey. Je rejoins enfin, tout ce qui a été dit, hein, 100% aligné avec ça. Peut-être une remarque complémentaire sur la complexité naissante, enfin la nouvelle complexité liée au GenAI et aux compétences que ça peut impliquer derrière. Le temps de développer un projet en GenAI par rapport à l'AI classique a été divisé par 3, 4 en moyenne. En revanche, en même temps, la capacité à industrialiser les modèles de GenAI a été multipliée par 3, 4 en fonction des cas d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de compétences, on a un léger déplacement du barycentre sur les profils types qui sont capables de travailler sur ces sujets. Sur de l'IA classique, évidemment, vous connaissez probablement dans la salle, il y a des data scientists. Le vrai sujet sur le GenAI est moins d'avoir des super data scientists parce que finalement, une grosse partie des modèles se sont extrêmement commoditisés. Le vrai enjeu est plutôt d'avoir des gens qui se rapprochent des compétences de data eng, voire ML engineer. Ça veut dire quoi globalement pour ceux qui ne sont pas techniques? Ça veut dire que c'est des gens qui vont moins développer du code, plus prendre le code et le mettre dans des infrastructures de grandes banques, de fintech, pour que ça run en prod. Et on voit bien qu'il y a un glissement sur les compétences requises pour ce type de projet, pour que ce type de projet fonctionne. Et juste pour compléter, d'après une étude de Deloitte et du Financial Stability Board, 3 grands challenges qui ont été identifiés d'après les execs eux-mêmes. 1, régulation. 60% pensent que la régulation et la compliance est un des gros sujets. En 2, la data qualité, mais aussi privacy et sécurité des data. Où vont nos data? Est-ce qu'elles sont réutilisées pour entraîner d'autres modèles ou à d'autres fins? Et troisièmement, et ce qui va nous amener à la troisième question, la qualité des personnels. Est-ce qu'on arrive à avoir des gens qualifiés pour justement faire les POC, les Proof of Concept en interne ou en externe? Ce qui m'amène à la question peut-être plus côté investisseur. Lorsque vous cherchez justement des startups qui sont dans la GenAI ou qui ont une verticale GenAI parmi les fintechs, quels sont les profils, qu'est-ce que vous recherchez, les critères principaux dans vos thèses d'investissement? Ouais. Alors déjà pour commencer, on cherche des use cases qui sont clairs, démontrés avec un vrai ROI. On fait particulièrement attention je sais pas comment on appelle ça, au Gen AI washing. Il y a quelques années, on avait que des boîtes qui faisaient du machine learning. Il y a 3 ans, que de la blockchain. Là, cette année, on voit que des boîtes qui font du Gen AI. Donc, on fait un petit peu attention à ça. Il y a un écueil en VC, c'est d'investir trop tard, mais c'est aussi d'investir trop tôt. Donc, voilà, il faut faire attention et être sûr des use cases et des ROI qui sont en face. Voilà, ça, c'est une remarque un petit peu générale. Sinon, une remarque plus spécifique au GenAI, on n'est pas très fan des modèles horizontaux, GenAI public, sur lesquels on va ajouter une couche d'agents et de rappeurs spécifiques au métier. Ce n'est pas très défensif. On pense que c'est des business qui vont être probablement captés par des intégrateurs, puisqu'en fait, on est très vite aussi dans la customisation en fonction des process métiers qu'on peut avoir chez un assureur donné ou chez une banque donnée, typiquement. Et on est plutôt fan de solutions verticales et de GenAI entraînées sur de la data spécifique et propriétaire, ce qui m'amène à ce point qui est avoir accès à cette data, qui est particulièrement clé. Et c'est là qu'on recherche des partenariats exclusifs avec des fournisseurs de data, qui peuvent très bien être des prestataires qui étaient complètement offline, mais qui ont cette base de données, des fois depuis plusieurs décennies. Je pense à un exemple très concret qui n'est pas la fintech, mais qui va vous parler, qui a été communiqué il n'y a pas longtemps, mais c'est les fournisseurs de livres juridiques Dalos, qui sont la Bible en fait dans le droit, qui ont toujours été plutôt de base de données plutôt offline, qui vont développer leur GenAI et qui est effectivement un avantage compétitif indéniable, puisqu'ils ont cette base de données exclusive sur laquelle la GenAI va pouvoir être entraînée. Donc là, voilà, c'est typiquement ce genre de setup vraiment verticalisé avec une data propriétaire et un ROI et un use case démontré. ROI et use case, Zoé? Non, use case 100%. Je pense qu'on met de l'IA à toutes les sauces parce que c'est une technologie extraordinaire qui est en train de révolutionner pas mal de choses qu'on fait tous les jours. Mais surtout lorsqu'une institution financière cherche à s'armer d'IA,
Il n'y a pas besoin toujours de mettre de l'IA à toutes les sauces, surtout parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire ça, notamment auprès d'AWS. Mais non, mais on peut utiliser des solutions de speech to text d'AWS ou autres, et ensuite on peut mettre de la Gen IA lorsqu'on en a besoin en fait. Nous on est vraiment à l'affût d'entrepreneurs qui comprennent ça et qui savent l'expliquer à leurs clients. Si on a des entrepreneurs qui s'adressent à des institutions financières, il faut qu'ils soient capables de leur expliquer un LLM c'est non déterministique et donc ce n'est pas en adéquation avec tout ce que vous faites. Donc on cherche des entrepreneurs qui sont capables de les accompagner et pas juste de leur donner une solution. Ça ne veut pas dire que c'est des consultants, mais ça veut dire qu'ils ont souvent des solutions un peu modulaires qui sont capables de répondre à des use cases très spécifiques en utilisant l'IA pour des briques spécifiques de ces use cases. Une autre chose qu'on cherche, ouais, on aime bien aussi quand il y a de la donnée propriétaire. On n'est pas contre les modèles horizontaux. On a investi dans une boîte qui s'appelle Rider AI, qui fait de l'horizontal, de la Gen IA horizontale pour des grandes entreprises. Ils ont une centaine de grosses entreprises en tant que clients, dont pas mal d'institutions financières. Mais par contre, ils ont une connaissance très fine de leurs modèles qu'ils ont construits eux-mêmes, qui sont des petits modèles qui répondent à des besoins très spécifiques. Et ça a l'avantage de ce que je viens juste de dire, mais aussi de coûter beaucoup moins cher. Et donc on cherche aussi des talents qui sont capables de créer des choses intéressantes dans le fine-tuning ou dans la création de modèles, mais aussi qui sont conscients des coûts qu'il y a derrière. Et une dernière chose que j'ajouterais, on est à l'affût d'entrepreneurs qui sont capables d'entrevoir ce qui va se passer avec la technologie existante parce qu'elle est en train d'évoluer tellement rapidement que si on crée une solution qui est basée sur une technologie qui fonctionne aujourd'hui, c'est pas suffisant. Un exemple spécifique, c'est Photoroom, mon investisseur depuis la série A. On a leadé leur série B récemment aussi. C'est une application qui permet de faire des photos de qualité extraordinaire, de remplacer le background, de changer l'angle, de changer la lumière. Enfin, c'est très réaliste tout ça. Et c'était une entreprise qui se débrouillait très bien, qui avait une belle croissance et qui a vu cette technologie arriver, Stability AI en l'occurrence, une technologie open source. Ils auraient pu se dire, on est en train de bien se débrouiller, pourquoi est-ce qu'on changerait notre stack? Ils ont eu du courage, ils ont intégré la technologie et leur croissance est passée de très bonne à excellente. Et donc on cherche des entrepreneurs qui sont capables de faire ça. Voilà. Stability AI qui est disponible sur Bedrock, AWS par ailleurs. J'ai vu Geoffrey et Mickaël, vous avez un peu réagi. Oui. En un mot. Vas-y. Allez, en un mot, hein, moi je suis pas investisseur hein, chez Artefact, mais ce que tu décris, Maxime, je le vois dans les grandes tendances, c'est-à-dire que 3 grandes tendances un peu dans l'IA générative, 3 grands blocs encore une fois. Le premier, c'est l'IA embarquée. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les assistants. Pas besoin de développement spécifique, c'est plutôt trusté par les très grands acteurs. Si j'étais investisseur, c'est pas là que j'irais investir, ça se commoditise extrêmement vite. Et ceux qui ont essayé, même les très grands acteurs, ils se sont un peu tollés. Deuxième cas, ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on appelait l'IA hybride. C'est en gros le Gen AI qui va venir augmenter des choses qui existaient déjà. 2 exemples très rapides. Tu évoquais tout à l'heure le cas de la fraude. C'est un excellent exemple. La fraude marchait très bien avec les modèles d'IA classiques, plein d'algos de fraude qui marchent très bien. En revanche, vous rajoutez une couche de contextualisation avec du LLM, vos faux positifs diminuent de façon extrêmement importante. Donc ça, c'est une deuxième brique qui permet d'ajouter, le LLM vient ajouter quelque chose à l'IA classique. Même chose, tu évoquais les call centers, pareil. Les call centers, ça fait 4, 5 ans, 6 ans qu'on essaye de mettre de l'IA, du NLP, on fait de la segmentation assez classique. Ça marche à peu près bien, avec l'énorme limite de la détection de sentiments. Le grand classique, un vrai cas que moi j'ai eu chez un client où vous dites « Ah, c'était super, merci beaucoup, merci pour le service ». C'est évidemment ironique, on le classe comme du sentiment positif. Aujourd'hui, le LLM vient rajouter une couche qui permet de contextualiser et de mieux comprendre cette ironie. Donc ça, c'est le gros bloc qu'on voit vraiment la partie hybride. Et enfin, la troisième grande tendance, c'est les nouveaux cas d'usage qui n'existaient pas avant. Et là, on a tout un champ dans la création, dans la créativité. Photoroom est un superbe exemple. Il y en a d'autres sur les campagnes marketing. Donc voilà, en gros, les trois grands ensembles qu'on voit.
Je conclue en un mot si tu veux. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette révolution qu'on est en train de vivre, c'est le time to value. Tu en as parlé tout à l'heure. On arrive à faire des projets qu'on n'imaginait pas et on arrive à faire des choses en une journée. Quand on fait des POC en une journée, ça prend un peu plus de temps à mettre en prod, mais c'est pas forcément très très long. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle les frameworks évoluent, Langchain, LambdaIndex, ce genre de choses, qui permettent. Enfin voilà, il y a 6 mois par rapport à maintenant, on va beaucoup plus vite, on fait des use cases beaucoup plus complexes avec des agents, chain of thought, des choses assez advanced qu'on n'imaginait pas il y a 18 mois, quoi. Donc ça va à une vitesse absolument incroyable et voilà, il faut juste s'y mettre, y passer du temps et c'est très accessible. Donc pour moi, les talents, il faut qu'ils ramp up dessus. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui a 2 ans d'expérience en LLM, il n'y en a pas beaucoup. Il faut qu'il ramp up dessus et c'est très très accessible. Et d'ailleurs, juste sur ces gains de vitesse de déploiement, on a eu des use cases justement avec certains clients qui ont utilisé Bedrock, ça leur a permis de déployer leur solution, passer de 6 mois à parfois juste 30 minutes. C'est dire la différence en utilisant justement la puissance des LLM. On a même dépassé le temps imparti. Merci beaucoup à vous. La prochaine session sera introduite par Pauline. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à scanner le QR code pour donner un avis et vos feedbacks. Merci à vous. Merci. Merci.